Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Oui, ce n'est pas les sanglots longs des violons monotones qui ont bercé le cœur de Mélenchon et de Poutou d'une fureur monotone. Non, non, non. C'est la cérémonie elle-même. On va en parler. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Noir c'est noir, il me reste l'espoir. Oui, gris c'est gris, je ne veux plus d'ennui. Oh, oh, ça vaut le Eh oui, coup. Johnny. Bon, on va pas en reparler, tout le monde en a parlé, combien, mais c'est vrai, 1 million de personnes dans la rue, 15 millions de Français devant leur télévision. C'était ce que j'appelle, moi, c'était vraiment la bande sonore de la France, Johnny. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'était la bande sonore de la France et il a réussi quelque chose. Mais il y a toujours des gens qui sont pas très d'accord. Mais quand même, là, notre ami Jean-Luc Mélenchon, le roi de la France insoumise, le Maduro des insoumis, il a dit oui, samedi, jour anniversaire de la loi 1905 sur la laïcité de l'État, le président de la République, chanoine de Latran, participe à une messe dans l'église de la Madeleine, monument religieux contre-républicain, où la prostituée de l'évangile, carrément. Ça, c'est Marie-Madeleine, oui. Oui, c'est ça, implore le pardon du Christ. On voit ce que vaut la laïcité républicaine de certains, etc. C'est quand même absolument... Sacré hommage, quand même. Sacré hommage. C'est assez gros, oui, c'est assez gros, c'est le moins que l'on peut dire. Et il y a quand même ce côté, je vais vous dire, comment dirait ça? Et Poutou aussi, allez, oui, tout était fermé, les embouteillages, on était en compris. Ce côté, franchement, un peu, je dirais, plus que ringard, un peu aigri, un peu à la fois, mais non, c'est pas possible, etc. Pour une fois que les gens sont heureux et communient dans une même chaleur avec quelqu'un qui, pour beaucoup de Français, pas tous, mais beaucoup de Français, les a bercés, les a aidés, leur a en tout cas fait plaisir. Mais c'est déjà énorme dans ce moment où tout le monde est décomposé en segments communautaires, en ethnie, en je ne sais pas quoi, qu'il y ait du rassemblement là où il n'y a que des divisions. Et je comprends pas, franchement, que Mélenchon, Poutou et les autres se laissent aller. Et je voudrais demander à Frédéric, bonjour Frédéric, vous nous téléphonez de l'Hérault. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, donc du coup, je voulais réagir justement au problème de Monsieur Mélenchon en deux parties en fait. Oui. La première, déjà qui est énorme, c'est un manque de discernement manifeste. Le président de la République s'est rendu, il ne s'est pas rendu, je sais pas, à une messe de Noël ou à une messe de Vendredi Saint. Il s'est rendu à un enterrement d'une icône française qui s'avérait être catholique. Désolé, ça lui déplaise, c'est comme ça, il était catholique. Donc il s'est rentré dans une cérémonie religieuse, dans une église. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, quoi. C'est clair. Il aurait été juif, il aurait fini à la synagogue, il aurait été musulman, il aurait été à la mosquée, etc. Oui, bien sûr. Mais voilà, il n'y a pas de quoi, je veux que l'extrême gauche est dans un anticléricalisme rabique, mais là, on tombe dans la caricature, là, clairement, c'est incompréhensible. Et puis le deuxième point, les mots qu'utilise M. Mélenchon, et vous l'avez souligné quand il parle de Marie-Madeleine comme la prostituée. Je veux bien qu'il y ait un certain nombre de débats, je ne suis pas expert de théologie chrétienne, bref. Mais dans sa bouche, je suis désolé, ça résonne comme une insulte. Oui. Ça résonne comme une insulte. Ouais. C'est comme si, par exemple, vous me disiez que le mot nègre, par exemple, qui sort de la bouche de M. Henri de Lesquen ou de M. Ido Mota n'aura pas la même résonance. Et là, c'est pareil. C'est la même chose. Je trouve que c'est minable. Minable. Oui, et vous avez vu, Frédéric, juste un mot, c'est que, si vous voulez, même, vous savez, Poutou, par exemple, qui dit « il n'en faut pas un peu trop », Sophia Chikirou, ancienne directrice de communication de Jean-Luc Mélenchon, en large du changement de médias, elle est agacée devant les choix éditoriaux privilégiant Johnny Hallyday à la décision de Trump. Mais qu'est-ce que ça a à voir, si vous voulez? Mais rien. Et alors, ça va jusqu'à un politologue qui dit...
Et regardez jusqu'où ça va. Un politologue de la France insoumise, enfin, qui dit le chanteur parlait plus au milieu populaire de droite. Mais comment sait-il, cet imbécile, à qui s'adressait Johnny Hallyday? Johnny Hallyday avait des gens de gauche, avait des gens de droite, avait des gens du centre. C'est quand même hallucinant que ces soi-disant experts et sachants se permettent de dire des énormités là-dessus. Il connaît les 100 millions de disques, qui a acheté les 100 millions de disques de Hallyday. Il connaît les 15 millions de Français qui ont regardé la télévision. Tout ça est grotesque, mais vous savez ça. Bien sûr, c'est grotesque. Ouais, mais grotesque. c'est surtout que bon, encore une fois, quoi, ça prouve une chose, c'est que tous ces gens d'extrême gauche qui se répandent en disant oui, nous sommes universalistes, nous aimons tout le monde, ben ça prouve une fois leur sectarisme, en fait, c'est tout. C'est rien de plus que ça. C'est clair. Rien de plus que ça, et c'est navrant enfin c'est écœurant à force. Mais écoutez, je ne suis pas loin de partager votre opinion, Frédéric. De toute façon, je vais vous dire, les sectaires sont les sectaires, d'où qu'ils soient, et ceux-là sont enfermés dans leur certitude moisie. Merci, Frédéric. Merci à vous, Frédéric, qui avait composé le 0826 300 300. Vous tous qui avez écouté Frédéric, qui était lui-même dans tous ses états à cause de Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, faites comme lui, appelez André Berkoff. C'est le même numéro. Oui, les Femen. Alors, vous avez entendu, les Femen, c'est une manifestation contre Polanski. Alors, moi, je suis très frappé, et ce n'est pas une diatribe contre les Femen, là. C'est quand même la manière dont sont traitées par la justice deux manifestations qu'il y a eu à un an d'intervalle, etc. Les identitaires ont manifesté sur le chantier de la Grande Mosquée de Poitiers, en octobre 2012, ils ont manifesté sur, attention, on dit l'occupation de la mosquée de Poitiers. Non, c'était l'occupation du chantier de la mosquée de Poitiers. Ce qui n'enlève rien. Moi, je suis absolument contre aller attaquer ou en tout cas manifester dans des lieux de culte, même s'ils ne sont pas finis. Bon, ça, je n'approuve pas cela. Mais ce que je trouve absolument hallucinant, c'est la différence de traitement. Pendant ce temps-là, si vous voulez, les Femen, comme vous le savez, étaient nues, en tout cas nues à Notre-Dame. Elles sont allées sonner les cloches de Notre-Dame, en tout cas en bas. Elles sont allées à la Madeleine déposer d'ailleurs une espèce de carré de viande pour protester contre l'avortement. Eh bien, je vais vous dire, alors il y a eu des associations qui ont porté plainte contre les identitaires. Eh bien, c'est très simple. On va comparer les deux. Les Femen qui, eux, sont allés à Notre-Dame de Paris, encore une fois, manifester les seins à l'air et à la Madeleine, à l'intérieur de la Madeleine, et les identitaires qui ont manifesté sur le chantier d'une mosquée. Eh bien, les identitaires ont été condamnés à verser 24 465 € en réparation du préjudice matériel, ouais, et 10 000 € d'amende. Voyez ? Et en fait, il y a aussi autre chose, condamnation à un an d'emprisonnement délictuel, à sursis, dommages causés, privation de tous les droits civiques, civils et familles, pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire, et confiscation des objets saisis. Ça, c'est la punition des identitaires. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les Femen ? Eh bien, les Femen, c'est extrêmement simple. Elles ont été relaxées, je dis bien relaxées, et elles ont eu le prix de la laïcité 2017. Eh oui, quand on entre aujourd'hui dans Notre-Dame de Paris, quand on dépose un morceau de viande crue sur l'autel de la Madeleine, eh bien, on reçoit le prix de la laïcité. Et si c'est ça s'appelle la laïcité, moi, je m'appelle le pape François. 0826 300 300 pour réagir aux propos du pape André, le pape Berkoff qui est dans tous ses états, sur Sud Radio jusqu'à 13h. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Jeanne Moreau, Jules et Jim, et puis tous ces films, toutes ces pièces de théâtre, tout ce qu'elle a fait. Vous savez elle est morte donc il y a fin juillet, il y a quelques mois, à l'âge de 89 ans. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on lui fait un bravo et un grand bravo, elle a légué l'ensemble de ses biens ainsi que ses droits moraux
à la création d'un fonds sous le signe de la transmission de la culture et de l'accès des enfants au théâtre et au cinéma. Elle a refusé tout hommage, il y a une soirée Jeanne Moreau en son honneur, mais ce qui est formidable, c'est qu'elle a fait ça, elle a donné à Étienne Dao, le chanteur Étienne Dao, va être administrateur et l'ambassadeur de ce fonds, eh bien elle opte pour la transmission. Et je trouve ça formidable, et elle méritait déjà, pour ce qu'elle est, moi vous savez, je l'ai découverte dans Les Amants de Louis Malle, extraordinaire actrice, extraordinaire comédienne, merveilleuse, intelligente, etc. Et ça fait un plaisir formidable que 70 ans de vie théâtrale cinématographique, Jeanne Moreau, 70 ans de vie théâtrale cinématographique, eh bien, elle va faire un fonds pour la transmission. Et quoi de plus important aujourd'hui en matière de culture que la transmission? Bravo Jeanne Moreau. Belle déclaration d'amour, André Berkoff pour Jeanne Moreau. 0826 300 300 pour intervenir chez André Berkoff qui est dans tous ses états. Dans quelques instants, nous allons recevoir l'invité d'André Berkoff, Alexandre Delval, essayiste et géopolitologue, auteur du livre Les vrais ennemis de l'Occident. C'est publié aux éditions du Toucan. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. La géopolitique. Parce que vous savez, la France, c'est pas une espèce d'ovni qui se balade dans la galaxie toute seule. La France est dans le monde. Et dans le monde, il se passe des choses étonnantes en ce moment. De l'Arabie Saoudite à l'Ukraine, en passant par la Libye. On va en parler. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité Alexandre Delval, essayiste, géopolitologue, auteur du livre Les vrais ennemis de l'Occident. C'est publié aux éditions du Toucan. Oui, et je suis très heureux d'accueillir Alexandre Delval, parce que je rappelle qu'Alexandre Delval, ça fait au moins 15 ans, sinon 20 ans, Alexandre, qu'il a parlé de la tentation totalitaire, notamment des islamistes radicaux. Il en a parlé bien avant tout le monde, en tout cas avant que ça ne devienne une préoccupation principale. Il a parlé de cela, il a écrit énormément de livres, et je recommande en tout cas ces livres, et je recommande particulièrement Les vrais ennemis de l'Occident, parce qu'au moins, ça dit les choses, et ça met bien, après ceux qui pratiquent le déni de réalité, eh bien, qui regardent les faits, et après on en parlera. Alors Alexandre, merci. Ce qui se passe en ce moment, c'est quand même assez hallucinant. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a annoncé que Mohammed Ben Salman, donc l'homme fort, le fils du roi Salman d'Arabie Saoudite, ce matin, on a annoncé quand même, on va parler de l'Arabie Saoudite, mais vous verrez, c'est pas loin de la France, a annoncé qu'il permettait dorénavant les divertissements. Et notamment, j'étais au Liban, moi je peux dire il y a 2 jours, et l'une des 2 grandes chanteuses libanaises est allée se produire en Arabie Saoudite, ce qui n'arrivait pas depuis extrêmement longtemps, absolument. Et l'Arabie Saoudite vient de mettre fin à l'interdiction des cinémas. Ce qui est quand même, je veux dire, quand on sait ce que ce pays avec le wahhabisme et la rigueur, Ben Salman vraiment prend des risques énormes s'il n'est pas éliminé avant. Il y a en tout cas quelque chose qui se passe. Alors, Alexandre Delval, essayons d'expliquer par rapport à Trump, par rapport à Poutine, qu'est-ce qui se passe exactement en Arabie Saoudite, comme vous le savez, on a affaire à un État qui n'en est pas un. Jusqu'à MBS, l'Arabie Saoudite n'était pas un État, c'était un ensemble d'aristocrates bédouins, de clans bédouins qui se partageaient une manne au détriment des 30-40% de nouveaux pauvres. Et il y avait à côté de ces différentes branches des Saouds, des différents fils, des différentes épouses du fondateur, il y avait un autre clan qui lui est théocratique et religieux, qui était les Wahhabites. Et cette alliance entre des Saouds et des Soudaïris et de l'autre côté des Wahhabites a donné un non-État qui était une alliance entre des pragmatiques bédouins et des fanatiques, mais des ultra-fanatiques qui sont la matrice, comme vous le savez, du salafisme moderne, puisque le wahhabisme, ce n'est qu'un nom local du salafisme, dont le véritable nom d'ailleurs, c'est l'école juridique des Hanbalites, qui est l'école la plus fanatique des 4 écoles juridiques du sunnisme. Qui veut retrouver les origines. Absolument, salaf, c'est des pieux ancêtres, retrouver les pieux prédécesseurs, et en gros, vivre de manière totalement schizophrénique et passéiste, vivre comme à l'époque des Bédouins du 7e et 8e siècle. Voilà, c'est l'idéal du salafiste, fait vivre comme au 7e siècle. Heureusement, on a un MBS qui, lui, a décidé de mettre fin à cet obscurantisme,
terrorisme, mais également de construire un État, parce que c'est un État qui aujourd'hui n'existe pas, donc il va mettre au pas les théocrates. Il ne va pas totalement les mettre au pas, parce qu'il leur donne la légitimation du contrôle des lieux saints. Mais il va les mettre un petit peu au pas et il va les obliger à accepter des choses de la vie moderne. Et de l'autre côté, il va mettre au pas les potentats qui se partagent le magot. Il va récupérer un peu entre 200 et 230 milliards de dollars. Oui. D'ailleurs, il va libérer ceux qu'il a emprisonnés au compte-gouttes avec une il taxe leur demande. Alors, je rappelle que MBS, c'est Mohamed Ben Salman, donc le fils du roi Salman. Et je rappelle qu'il est en train de leur demander de restituer 70% de leur fortune. Je rappelle, dans les 320 personnes, parce que au Liban, ils m'ont donné la liste, ils ont eu la liste. Et c'est extraordinaire, parce que cette liste de gens qui sont emprisonnés au Ritz-Carlton, bon, c'est mieux que les geôles de Syrie. C'est mieux que les Baumettes. C'est mieux que les Baumettes, c'est clair. Ils sont 320, dont évidemment une majorité saoudienne, mais il y a beaucoup de Libanais, il y a des Pakistanais, il y a des Français, il y a des Américains. Et ils leur demandent à tous de restituer 70% de leur fortune, dont le fameux Al-Walid bin Talal, que nous connaissons bien ici, puisqu'il est propriétaire de Four Seasons, George V, etc., etc. Mais alors, au-delà de ça, dites-moi, quel rôle a joué Trump dans cette histoire? Alors, Trump a joué un rôle de manière très certaine, parce qu'il a quand même... pendant sa campagne et après, et une fois qu'il est arrivé à la présidence, il a apostrophé ces pays qui ont financé ou qui ont été complices du terrorisme, et il leur a dit, on sera des amis, mais vous allez donner des gages, et vous allez faire le ménage, ça c'est bien. Mais en fait, ce qui n'est pas connu, c'est que le véritable gourou ou le mentor de MBS, comme vous le savez, c'est Zayed, Mohamed Zayed, qui est le véritable souverain en exercice des Émirats Arabes Unis, et qui est un moderniste. Ah, c'est Zayed, Zayed est le véritable mentor de MBS. Ben, MBS, c'est pas c'est quelqu'un qui est volontaire, il est pas bête, mais c'est pas quelqu'un qui a une de grande créativité intellectuelle. On l'accuse parfois d'être assez simple, mais comme les gens qui ont une certaine modestie intellectuelle, il est fasciné par quelqu'un qui, lui, a de véritables idées, et c'est en fait Zayed qui est le mentor de MBS. Et il veut faire comme Zayed, faire de son pays un pays qui n'est pas que tributaire du pétrole. Il veut préparer l'après-pétrole et que son pays devienne un véritable État avec une vraie armée, une vraie administration. Tourisme, etc. Et il n'a pas tort. Un vrai État. J'allais dire, c'est même pas vertueux ce qu'il fait. C'est le b.a.-ba. C'est ce que devrait faire l'Arabie Saoudite depuis des décennies. Il va enfin faire de cet État un véritable État. S'il y arrive, ça va prendre des décennies, moi, je pense. C'est sûr, mais ça va changer la donne moyen-orientale. La magnifique nouvelle, c'est que le cœur du wahhabisme, ou du salafisme, ou du handbalisme, on l'appelle comme on veut, c'est la même chose. Le cœur du totalitarisme islamiste, c'est l'expression que j'avais créée il y a 20 ans, aujourd'hui risque d'être asséché. Et ça, c'est quand même un très bon signe. Parce que tant que les islamistes salafistes pouvaient se référer à une doctrine qui est en vigueur là où il y a les lieux saints de l'islam, parce que contrairement à ce qu'on dit, c'est pas Jérusalem, les lieux saints de l'islam, c'est la Mecque et Médine. Haramain en arabe, c'est deux villes, c'est pas trois. Donc ces deux villes saintes de l'islam, tant qu'elles sont contrôlées par les salafistes, comment nous dire que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam? Et donc lui, il veut empêcher cet argument en modernisant cet islam. Ce que veut faire Sisi en Égypte, mais pour lui, c'est beaucoup plus important s'il arrive à le faire. Je dirais que les deux sont très importants parce que El Sisi, c'est l'université El Azhar qui était contaminée par le salafisme pendant des décennies, et MBS, il contrôle les deux lieux saints de l'islam. Donc c'est une magnifique nouvelle, cette convergence entre l'Arabie, les Émirats et l'Égypte pour réformer l'islam, ce qu'a dit El Sisi de manière révolutionnaire. Il a dit il faut une réforme radicale de la religion, parce qu'il n'y a que les Européens bisounours qui croient que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. El Sisi, qui est un homme très pieux, il dit l'islamisme, ça vient d'une maladie de l'islam qui est celle du salafisme. Et qu'on va corriger. Il dit même que c'est au cœur de El Azhar que le fanatisme est dans l'université sunnite la plus importante du monde musulman. Donc ces gens-là ont compris qu'il faut faire le ménage chez eux et que les vrais islamophobes, c'est pas ceux qui critiquent la violence de l'islam, c'est ceux qui la produisent. Ce qui est d'ailleurs extrêmement révolutionnaire, Alexandre Delval, puisque franchement, ça n'était pas arrivé depuis des siècles. Pour une fois, moi, je suis optimiste. Et alors, vous êtes optimiste. Alors, franchement, est-ce que vous êtes optimiste sur Trump? Pourquoi Trump a décidé maintenant? Ah oui. Franchement, alors ça, c'est pourquoi maintenant Jérusalem, capitale d'Israël? Ça fait effectivement, on se rappelle, on le sait, depuis 1995, le Sénat l'a voté, Clinton l'a dit, Obama l'a dit, Bush l'a dit, effectivement, tous, oui, Jérusalem, capitale d'Israël. Bon, mais au-delà des évangélistes et des lobbies, comment vous dire? Pourquoi maintenant? Alors, il y a une raison. Il y a une véritable raison qu'a d'ailleurs explicité Netanyahou hier. Il n'y a pas de paix possible pour le peuple juif et pour Israël et pour l'État hébreu
si en échange il n'y a pas ce qui est le plus important et pour le judaïsme et pour l'État d'Israël depuis 1948, de leur point de vue en tout cas, c'est la reconnaissance de Jérusalem comme un centre juif et comme la capitale de l'État d'Israël. Oui, sauf et qu'il y a... tant que ceci n'est pas reconnu, aucune peine n'est possible, et c'est ce que dit l'État d'Israël depuis 1948. Donc Trump dit, je donne ça, mais en échange, je vais pouvoir beaucoup plus vous demander de faire la paix, parce que si je pousse, parce que c'est quand même la grande puissance du monde, si la plus grande puissance mondiale rentre un petit peu dans ce thème, eh bien, je vais en fait obliger le monde à accepter cette réalité. D'ailleurs, le fait qu'on en parle maintenant, on sait que toutes les institutions israéliennes sont à Jérusalem, que c'est la capitale d'Israël, qu'on le veuille ou non. Mais les lieux saints, Alexandre, parce que on ne peut pas ne pas, c'est-à-dire que ce soit les chrétiens, bon, les musulmans. Oui. Aussi, il y a quand même une connotation très forte, même si Jérusalem n'est pas dans le Coran. Enfin, le nom de Jérusalem n'est pas mentionné dans le Coran. Le Coran ne mentionne pas Jérusalem. Et en revanche, il y a quand même Mohamed, même si c'est qui part au ciel avec. Alors, selon une légende qui est contestée par les exégètes. Mais au fond, disons les lieux saints, ce qu'on appelle les lieux saints, puisque il y a quand même la mosquée d'Al-Aqsa, il y a quand même le Dôme du Rocher, etc. Est-ce que ça ne devrait pas quand même être sous administration internationale? Mais bien sûr, mais Trump n'a pas dit le contraire. Hein. Quand Trump a dit Jérusalem, capitale d'Israël, il a dit cela ne préjuge pas des accords possibles entre Israéliens et Palestiniens, et ça ne concerne pas les lieux saints de la vieille ville de Jérusalem. Il a été finalement beaucoup plus clair qu'Obama, qui lui, en 2008, avait dit c'est la capitale indivisible. Finalement, Obama a été Obama avait dit c'est la capitale 2008, indivisible d'Israël. Promesse de campagne, avant bien sûr de dire le contraire, mais pendant sa campagne, il avait dit c'est la capitale indivise d'Israël. Et ce qui est bizarre, c'est que quand Obama dit que toute la ville est la capitale d'Israël, ça passe comme une lettre à la poste, parce que c'est une promesse de campagne, et on est habitué à ne pas tenir les promesses. Mais quand quelqu'un tient sa promesse, et qu'il va finalement un peu moins loin, parce qu'il n'a pas dit que toute la ville était la capitale d'Israël, on lui en veut. Moi, ma théorie, c'est que ça fait un scandale, parce que c'est Trump qui l'a dit. Non, si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait dit, ça ferait moins un scandale, parce qu'il n'a pas dit toute la ville. Oui, sauf que non, ça fait scandale aussi, parce que lui, il dit, voilà, j'ai dit que j'allais le faire, je le fais. Ah, voilà, ça choque, un homme politique qui fait évidemment, ce qu'il dit, un homme politique qui tient ses promesses de campagne, ça n'existe pas, ça. Mais il manque tous les présidents américains depuis les années 90 ont tous promis devant les lobbies sionistes, protestants, les juifs, ils ont tous promis capitale d'Israël, et ils ont tous dit le contraire. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'en fait, parce que c'est aussi l'art de négocier de Trump, the art of the deal, on le connaît, ça. Est-ce qu'en fait, on peut aussi penser que s'il y a un véritable accord de paix, c'est pas pour demain, évidemment, ça va prendre beaucoup de temps, qu'en fait, une partie de Jérusalem pourrait être État palestinien, une partie de Jérusalem israélien. Moi, je crois que c'est ça qui va se passer. Bien sûr, mais ce n'est pas étranger à ce que pense Trump. Hein. Trump n'a pas dit qu'il était contre le fait que la partie arabe et islamique soit la capitale d'un futur État palestinien. Peut-être que Netanyahou dit que c'est toute la ville, mais Trump, il n'a pas dit la même chose que Netanyahou. D'ailleurs, n'oublions pas que récemment, le Parlement tchèque a reconnu la Jérusalem comme capitale d'Israël. Personne n'en a parlé. La Russie, en avril dernier, a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Certes, elle n'a pas dit indivisible. Mais donc, c'est pas la première fois qu'un homme d'État dit que c'est la capitale d'Israël. Mais en fait, c'est parce que c'est lui qui l'a dit. Même Poutine, qui est détesté, ça n'a pas fait de scandale lorsqu'il a dit. Donc, en fait, c'est la capitale d'Israël. Qu'on le veuille ou non, ça peut déplaire aux antisionistes ou à différentes personnes. Mais c'est un fait. La Knesset, le Parlement israélien, se trouve à Jérusalem. Quand nos présidents vont à Jérusalem voir le président israélien, ils ne vont pas le voir à Tel Aviv. Ils le rencontrent dans sa résidence à Jérusalem. Eh bien, pour nous, ce sera l'an prochain à la Madeleine. Alexandre Delval, vous revenez très vite. Merci. Merci à vous, Alexandre Delval. Je rappelle votre dernier livre, Les vrais ennemis de l'Occident. C'est publié aux éditions du Toucan. Merci à vous aussi, André Berkoff. Merci. À demain midi sur Sud Radio. En attendant, on vous retrouve toujours dans tous vos états. Mais ça, c'est en podcast sur sudradio.fr. J'espère que vous avez faim, André, parce que dans quelques minutes sur Sud Radio, nous allons recevoir le grand chef étoilé Alain Ducasse, qui est l'invité de Jacques Pessis pour les clés d'une vie sur Sud Radio. À tout de suite.